bonsoir à tous. Nous sommes présents aujourd'hui au studio pour un podcast vidéo dans lequel on vous présentera notre invité. Nous sommes présents ici en tant que membre du Lab Jeune de France Supply Chain pour le podcast d'Aspiration à Inspiration. Je suis en compagnie de Mathis Hébert, présent avec moi. Bonsoir. Et nous allons aujourd'hui interroger un grand nom, une personne qui a bien accepté de vouloir venir répondre aux questions que nous avons préparées en la personne de Xavier Roux, qui est le directeur de la supply chain chez Avril. Bonjour monsieur. Bonsoir. Bonsoir, merci d'accepter notre invitation. Donc tout bonnement, pour faire un podcast, on va partir sur une présentation personnelle et puis je vous demande de votre parcours, d'expliquer un petit peu tout ça et qui êtes-vous tout simplement. Ok, avec plaisir. Donc mon parcours, vous le retrouvez bien en détail sur LinkedIn, mais qu'est-ce que je peux dire de mon parcours ? Il a été ponctué de tous les métiers de la supply chain, les métiers de la logistique opérationnelle, du transport, les métiers de l'order to cash, les métiers de la planification, les métiers de l'amélioration continue. C'est un parcours qui a été dans différents secteurs d'activité, dans la défense nationale, dans la grande distribution et dans les agro-industries. C'est un parcours de manager tout le temps et de manager. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est un parcours que j'ai commencé plutôt à un niveau de supply chain d'exécution et puis qu'au fur et à mesure de ma carrière m'amène à mélanger un peu d'exécution et un peu de tactique et de stratégique. Et puis, c'est un parcours qui m'amène à aujourd'hui être le directeur supply chain de chez Avril. C'est super, vraiment un très beau parcours. À quel moment la supply chain est devenue pour vous une évidence ? À quel moment vous vous êtes dit, d'accord, la supply chain, ça m'intéresse, il faut que j'approfondisse ce sujet de par mes expériences professionnelles ? Alors, la supply chain, ça n'a jamais été, dès le départ, quelque chose où je me suis dit, ouais, je vais faire de la supply chain. Non. En fait, puis d'ailleurs, la supply chain, quand j'ai commencé mon parcours professionnel, c'était très peu répandu, on ne savait pas trop ce que c'était. Et ce n'est pas ça qui a été mon guide. Mon guide, moi, ça a été toujours de manager, d'emmener des équipes pluridisciplinaires vers des objectifs communs, vers des objectifs de performance communs, et de coordonner des équipes pluridisciplinaires, c'est vraiment ce qui a drivé mon parcours de carrière. Et aujourd'hui, avec un peu de recul, je me dis que c'est un métier à la fois très prenant, très passionnant, et je vous invite tous à rejoindre les métiers de la supply chain. Mais si vous me permettez, je voudrais revenir sur mon parcours, puisque je vous ai dit que j'étais directeur supply chain d'Avril. Vous ne m'avez pas posé la question de savoir qui était Avril. Qui est Avril Voilà. et qu'est-ce qui se passe Parce qu'Avril, on ne nous connaît pas forcément en tant que marque. Avril est une entreprise qui a fêté son anniversaire l'année dernière, c'est 40 ans. Et depuis 40 ans, Avril a deux missions qui restent inchangées, celle de mieux nourrir les hommes et celle de préserver la planète. Avril, c'est deux métiers, un métier de développement et de financeur et un métier d'industriel. C'est une entreprise à aujourd'hui qui est répartie dans 19 pays dans le monde, qui a 73 sites industriels, qui emploie un peu plus de 7500 collaborateurs. Alors vous nous connaissez au travers de nos marques de grande distribution, Le Sieur, Isiocat, Puget, Vivien Paille. Mais c'est aussi une variété de débouchés, tous issus de la graine de colza ou la graine de tournesol. On peut parler des carburants durables, on peut parler de la chimie végétale avec nos ingrédients biosourcés, mais on peut parler également de nos solutions pour l'agriculture avec l'alimentation animale ou les fertilisants organiques. Si on parle plus de supply chain, Avril, c'est 11 directions supply chain, qui œuvrent toutes à satisfaire les exigences de nos clients de manière efficiente. Et ces 11 supply chains qui sont positionnés, mes directeurs sont positionnés en France, en Italie, en Roumanie, au Belgique, au Maroc et en Algérie. Okay, donc sur le territoire européen et oriental. Exactement. Ok, et donc on parlait donc de 11 supply chain. Donc c'est 11 supply chain avec, j'imagine, une supply chain entre guillemets managériale qui est donc internationale. Alors, qui dirige tout ça. On a effectivement une coordination, mais mon rôle est une fonction transversale. Okay. Les supply chains chez nous sont attachés au business, au développement du business.
Et donc, on n'a pas de supply chain end-to-end. On s'était posé la question à la création du groupe, mais aujourd'hui, ça ne prend pas de sens. Les clients de certains business sont beaucoup trop éloignés de certains autres, même si à certains éléments, nos planifications sont coordonnées et imbriquées. Ok. Et une autre question pour continuer. On voit votre slogan, Avril, servir la terre, mieux nourrir. Est-ce que vous avez des exemples d'actions concrètes que le groupe Avril a mis en place pour un petit peu rendre plus durable sa supply chain? Alors, si on parle de supply chain durable, effectivement, Avril en 2022 s'est doté d'une raison d'être. Cette raison d'être, elle s'appelle Servir la Terre. Et à travers cette raison d'être, on a pris 6 engagements. Dans ces 6 engagements, il y en a un qui est agir pour le climat. Et dans le cadre de cet engagement agir pour le climat, nous avons l'ambition, l'objectif de réduire de 30% nos gaz à émissions d'effet de serre d'ici 2030 versus 2019. Et donc, vous me posez la question de dire qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'effectivement, quand on dit agir et agir pour 2030, c'est une vision stratégique, mais qu'il faut concrètement retranscrire en plan d'action. Le premier élément sur lequel on a travaillé, c'est de définir notre mesure, définir notre première image de notre empreinte carbone. À la fois, on a défini la mesure, les méthodologies de mesure, et qu'on a fait aussi agréer par des organismes externes. Et ça nous a permis de construire notre premier bilan carbone de ce qu'on appelle le scope 3, la partie fret du scope 3. Et maintenant qu'on a travaillé ce bilan carbone, cette image globale de toute nos supply chain, end-to-end, tout mode, toute nation, eh bien on va maintenant construire des plans d'action pour se mettre dans la trajectoire de notre ambition stratégique. L'an passé, on a déjà pris un certain nombre d'engagements. Sur la France, par exemple, toutes nos entreprises sont engagées dans le dispositif Fret 21. Pour la France, d'ici 2025, nous réduirons de 60% nos émissions de CO2 versus le carburant par l'utilisation de biocarburants et notamment par l'utilisation de l'oléo 100, qui est notre carburant 100% colza, 100% français, 100% durable. Et donc, on va également inclure toutes ces exigences à la fois de décarbonation, mais d'une manière un peu plus large, RSE, dans tous nos cahiers des charges, dans tous nos appels d'offres, pour faire monter notre degré d'exigence avec nos prestataires transports et logistiques. Oui, c'est intéressant parce qu'il y a une vraie dynamique de transition écologique et de moyens d'application qui, en tout cas, sont très concrets et qui rentrent parfaitement dans un plan actuel, en tout cas, de décarbonation, comme vous l'avez dit, dans une dynamique vraiment très, très RSE. Et c'est également un vrai objectif, une réelle ambition de la part de Avril, justement de pouvoir aider en tout cas et l'avoir mis au cœur de sa trajectoire, montre vraiment qu'il y a une implication. Forcément aussi, ça implique des obstacles. Et justement, on aimerait vous poser la question, mais quels sont ces obstacles? Qu'est-ce qui vous empêche derrière, ou en tout cas, qu'est-ce qui vous ralentit dans la mise en place de cette dynamique de transition écologique? Alors, merci pour cette question. Oui, il y a des obstacles. Les obstacles, c'est souvent des obstacles d'équilibre entre un équilibre de réduction d'émissions de carbone versus un équilibre de prix, des éléments financiers. C'est aussi des obstacles entre différents marchés. Est-ce que nos concurrents s'appliquent le même degré d'exigence que nous, on souhaite porter sur cet axe? C'est aussi des différences de vue, de moyens dans les pays dans lesquels on œuvre chez Avril. Mais ces obstacles d'équilibre, il faut passer outre. Nous, on a pris la décision d'agir. Moi, je pense qu'il faut qu'on agisse vite, très vite. Il y a une urgence climatique. Il faut la prendre en considération. Il faut être disruptif. Il faut augmenter notre degré d'exigence vis-à-vis de nos prestataires, vis-à-vis de nos propres salariés également, changer de paradigme et comprendre que cette réduction de nos émissions de carbone, cet impact qu'on a sur la planète, eh bien, on doit y travailler, on doit aller vite. Et je veux dire, moi j'ai la chance de travailler dans une entreprise qui met ça au cœur de sa stratégie. Et donc pour moi, ça mêle à la fois la stratégie d'entreprise et mes convictions personnelles. Et donc c'est un vrai gage de réussite. Et j'oublie pas non plus mes 11 directrices et directeurs qui sont super impliqués dans cette démarche,
qui œuvrent tous les jours à changer leur mode de fonctionnement, à revoir leur process pour travailler pour une supply chain plus durable. C'est un vrai esprit d'équipe, une vraie cohésion en tout cas au sein de l'entreprise de vouloir entrer dans en tout cas atteindre les objectifs qui sont demandés, mais on en parlera aussi, c'est peut-être aussi un tremplin vers l'avenir aussi, parce que vous avez aussi une conscience au sein d'Avril de vraiment bien faire les choses pour que tout tourne correctement à l'avenir. Voilà, c'est effectivement, vous dites, une dynamique collective. Quand on est chez Avril, on a les valeurs de l'entreprise, on a les missions de l'entreprise, on y croit. Quand on est employé dans une entreprise, il faut croire en ses valeurs. Donc les équipes, elles y croient, elles avancent. Ce qui est plus compliqué, c'est d'embarquer tout l'écosystème qui est autour de nous et pour lesquels nous, on est là pour faire d'une change et puis pour essayer de raisonner de manière un peu différente. Mais on est convaincu qu'on va y arriver et on y met vraiment beaucoup d'énergie. Pour revenir très rapidement sur les actions concrètes, donc on est sur des huiles, sur des protéines alimentaires, c'est le bon mot, sur la production de protéines végétales. Oui. Ok. Vous nous avez parlé donc forcément pour ce type de produit de matières premières, donc c'est là où il faut faire un effort. Si on décompose maintenant la supply chain, on a aussi la production, les transports. Est-ce que des actions concrètes vont être mises en place à ce niveau-là pour essayer de verdir toute la chaîne d'approvisionnement ? Alors, bien évidemment, quand on parle de décarbonation et quand je vous ai agir pour le climat, on agit sur la globalité des scopes. Le scope 1, le scope 2, le scope 3 et la supply chain chez Avril n'est qu'une part du scope 3. D'accord. Donc moi, je vous parle de mon domaine de responsabilité et ce que je porte au sein du groupe comme objectif. Mais bien évidemment, on travaille à diminuer nos consommations énergétiques dans nos usines. On travaille sur notre amont agricole. On travaille sur toutes les facettes. Parce que bien évidemment, on ne peut pas se contenter que cette partie fret, qui d'ailleurs n'est pas la plus importante au sein de notre entreprise. Ok. Vous considérez que quelle partie est la plus importante ? Mais pour nous, c'est l'amont agricole, clairement. Okay. C'est ce qui représente le plus d'éléments carbonés. Mais voilà, on y travaille. Alors, je ne vous donnerai pas les détails techniques, c'est un peu en dehors de France Supply Chain. Mais oui, bien évidemment, on y travaille et avec la même énergie et avec les mêmes ambitions. Et tout cela est coordonné par une direction RSE, par un comité exécutif du groupe, par un conseil d'administration. Et je vous assure que c'est vraiment très prégnant chez nous. D'ailleurs, tous les cadres, on est incentivés sur le fait de dire on va atteindre nos objectifs sur ces réductions des émissions de carbone et sur préserver la planète. Ok. Oui, pour en revenir sur votre parcours, en tout cas professionnel et votre carrière, très rapidement, on s'est renseigné et on a appris que vous aviez repris vos études après 30 ans. Pourquoi cette décision ? Où donc ? Et quel était le réel objectif, en tout cas, de cette reprise ? Alors, pas après 30 ans, mais au moins après une vingtaine. Ouais, ça a été un vrai challenge personnel. Alors, pourquoi je l'ai fait ? C'est une bonne question. Premièrement, parce que je pense que j'avais envie de me challenger, de me remettre en cause. Ensuite, me reconfronter à réapprendre. Réapprendre, c'est toujours riche. C'est un moyen aussi pour moi de confronter une expérience acquise et puis un contenu plus pédagogique, plus universitaire, et de mêler les deux et de voir quelles pouvaient être les différences et ce que j'allais pouvoir capter. J'ai aussi réorienté cette formation plus sur du management d'entreprise, puisque la supply chain, c'est la capacité aussi à faire bouger différentes lignes au niveau d'entreprise, alors que mon parcours était peut-être plus orienté sur de la supply chain très d'exécution, très physique. Donc c'est peut-être comprendre mieux les maillons de l'entreprise, comprendre les métiers à travers lesquels la planification de la supply chain a des enjeux clés. Et puis peut-être également, et ça je me rends compte plus maintenant, c'est de comprendre avec quoi vous, les jeunes, vous sortez de vos études comme jeunes diplômés, quelles sont les connaissances que vous avez acquises et qu'est-ce qu'on doit nous vous amener en plus pour que vous puissiez être des managers performants ou des cadres performants dans nos organisations demain. Et donc, a posteriori, je dirais que ça m'a permis de mieux comprendre cette partie-là. Ok. Bon, ça nous parle parce qu'on a une audience qui est plutôt jeune. On est le Lab Jeune de France Supply Chain. Oui, on comprend tout ce
cette théorie donc du bagage qu'on accumule à l'école et tout ce qu'on arrive à acquérir. Oui, Moi, je voudrais faire un petit parallèle vers l'international, car c'est un thème qu'on voulait aborder avec vous. On a beaucoup de demandes de nos abonnés, des personnes qui nous suivent, sur les carrières internationales. Je crois savoir que vous aviez une carrière quand même vachement axée sur le côté international. Donc on voudrait savoir si vous avez un petit peu aujourd'hui des idées de barrières qu'il y a pour ces carrières internationales. Qu'est-ce qui est compliqué, qu'est-ce qui est facile, pourquoi se lancer là-dedans? Alors, je ne peux pas dire que j'ai une carrière dans l'international. Ce que je peux dire, c'est que depuis que je suis Avril, je manage une dimension internationale. Moi, je ne dirais pas qu'il y ait de difficultés. Je pense plutôt que c'est un vrai bonheur de pouvoir apprendre de cette culture internationale et des éléments qui peuvent être des éléments de compréhension, d'histoire, de pratiques qui sont différents. Donc moi, je le mets plus comme étant un facteur d'apprentissage, quelque chose qui nous permet de grandir, qui est super enrichissant, plutôt qu'une difficulté en tant que telle. Si j'avais un conseil à donner, je dirais que d'avoir quelques éléments de formation interculturelle quand on agit avec un pays, ça quand même permet d'être plus fluide, de mieux comprendre l'histoire, les pratiques des différentes entreprises. Et puis après, je dirais que c'est comme tout manager dans tout pays, il faut écouter, il faut comprendre ce qui fait nos potentiels écarts. Il faut s'adapter, il faut adapter nos agendas, il faut adapter nos politiques économiques qui ne sont pas forcément les mêmes. Et puis ça se passe très bien. Enfin, moi, j'ai des managers à l'international et je trouve que c'est très enrichissant et on a d'excellentes relations. Donc, c'est vraiment pas une difficulté. C'est au contraire un super enrichissement. Et puis peut-être un point, mais pour vous, ce n'est pas un problème. Bien évidemment, il faut à minima être bilingue pour pouvoir interagir avec ces équipes. C'est extrêmement intéressant. Vous avez un point de vue qui est très ciblé en fait sur les forces que l'international peut offrir. Sur un point de vue très supply chain, encore une fois, on a pu, en tout cas, moi en tout cas de manière personnelle, en tout cas dans les cours que j'ai pu recevoir, certains professeurs qui avaient pour message de faire en sorte que les entreprises, justement, lorsqu'ils veulent s'internationaliser, pardonnez-moi, essaient d'harmoniser les flux. C'est-à-dire qu'on va essayer de centraliser toute la supply chain sur le point de vue du groupe ou de l'entreprise en elle-même. Vous, d'après ce qu'on a pu entendre, du coup, c'est pas forcément ce que vous préconisez, en tout cas, c'est pas votre point de vue. Donc, pour vous, c'est une vraie force d'avoir différents types de supply chain, en tout cas Oui, enfin, de ce que vous évoquez, notre modèle fonctionnel n'est pas le même. Oui. Nous, on a des entreprises qui sont implantées dans des pays étrangers avec des hommes et des femmes qui habitent et qui sont issus de ces pays-là. Et donc, on a la volonté de conserver ce modèle organisationnel. Et donc, on n'a pas du tout la volonté d'avoir une supply chain dans une tour qui pilote et qui manage toutes les supply chains dans tous les pays. Donc, nous, notre rôle, il est de prendre ce qu'il y a de meilleur dans les différentes entreprises du groupe et de favoriser ce cross-échange pour permettre d'aller chercher le meilleur et de pouvoir le transposer. Mais en aucun cas, on a la volonté de dire on managera telle ou telle supply chain de tel pays d'un autre endroit. Bien que, vous avez compris, je vous ai évoqué dès l'entrée de cette interview qu'on avait des usines dans 19 pays dans le monde et que c'était piloté depuis 5 ou 6 pays majeurs. Ça veut donc dire que dans certaines entreprises, on a du pilotage international. Je pense à une de nos entreprises qui est basée en Belgique et qui pilote des usines qui sont en Allemagne, en Malaisie, aux États-Unis, en France. Et donc, le manager de cette supply chain a sûrement des problématiques diverses, mais ça ne pose pas de problème chez nous. Ok, super. Ok, petite question à aparté, vraiment de curiosité, mais vous parlez de 73 sites industriels dans 19 pays, c'est ça? Et en termes de centrales de stockage ou de plateformes de stockage, on est présent dans combien de pays et combien de sites? Nous, on cherche à minimiser les stocks. D'accord, ok. Tout le temps, partout. Ça, c'est quelque chose que vous devez avoir en tête en permanence quand vous faites de la supply chain. Plateforme de stockage, au sens où vous l'entendez, ce n'est pas forcément notre métier. Nous, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on travaille essentiellement des vracs.
hein. Donc on a plutôt des cuves de stockage de produits liquides. Et puis après, sur nos produits finis, par exemple les huiles ou alors les shampoings dans certains pays ou des produits cosmétiques, effectivement, on peut avoir des plateformes de stockage. Les plateformes de stockage, elles sont implantées non pas sur une règle globale, mais elles sont implantées suivant les règles que l'on calcule en supply chain, qu'on appelle des schémas directeurs logistiques ou des schémas directeurs industriels, et qui nous permettent de trouver ce qu'il y a de plus efficient entre la dimension d'un stock, les coûts liés au déplacement de ces stocks, à la fois matières premières et produits finis, et puis notre capacité à avoir un lead time le plus court possible pour répondre aux exigences de nos clients. Ok. Super. Bah, écoutez, c'est très très intéressant. Vraiment, on prend vraiment du plaisir à vous interviewer et à entendre en fait votre expérience et votre vision des choses. Vous avez pris récemment la présidence de l'association alumni de Leslie. Alors encore une fois, ça se rattache à votre objectif et à votre ambition de reprendre votre étude comme vous avez pu le faire. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à reprendre ce rôle, à prendre cette responsabilité, en plus des vôtres qui, nous supposons, sont quand même assez prenantes? Ça, c'est clair. Et mes proches m'ont déjà posé cette question. En premier lieu, l'école me l'a demandé. L'école a 30 ans. Il n'y avait pas de réseau d'anciens élèves. Et ils sont venus me voir en me demandant est-ce que tu veux prendre la présidence de ce projet et donc de ce setup de cette association. Donc à la création. À la création. Ok. Donc c'était déjà un nouveau challenge et j'aime ça. Même si dans cette école, j'y suis passé excessivement rapidement. J'ai fait une VAE, donc ça a été excessivement court, mais voilà, j'y suis passé quand même. Pourquoi je l'ai fait? Parce que déjà, ça s'inscrit aussi dans un projet plus global d'Avril. On cherche à développer une relation école pour se faire connaître en termes de supply chain à Avril et attirer des talents, que ce soit des talents au niveau de l'exécution, au niveau des managers intermédiaires ou de nos cadres de demain. Et donc, de pouvoir rentrer dans une école comme étant dans un alumni, c'est aussi phasé avec mes objectifs professionnels. Mais à titre individuel, c'est se dire que, à un moment donné, on peut aider les jeunes. Et ce réseau d'alumni, c'est vraiment mettre des anciens en face de plus jeunes. Et donc, c'est aussi ouvrir les yeux sur la capacité d'un réseau, sur la nécessité d'un réseau. Et d'ailleurs, on a axé le travail de cet alumni, le premier travail de 2024. Il sera axé autour de 3 thèmes. Le networking, pour faire en sorte de se rencontrer, de discuter, d'échanger. Le deuxième axe, ça sera l'emploi. On a des jeunes qui recherchent de l'emploi et des anciens qui cherchent à employer des jeunes. Donc il faut mettre tout cela en interconnexion. Et puis le troisième axe, ça sera un mentoring programme, être en mesure de pouvoir aider des jeunes dans des orientations de carrière à des moments où ils se posent des questions, de pouvoir avoir une épaule d'un plus ancien pour pouvoir l'aider à les guider. Ok, maintenant si on renverse la balance, est-ce que vous auriez donc par exemple pour notre communauté qui est plutôt axée jeune, des conseils sur ces réseaux alumni, qu'est-ce qu'il faut aller chercher, quel est le potentiel, comment se comporter et qu'aller chercher tout simplement? Quelle est la force de ce En fait, réseau? si on inversait les rôles, qu'est-ce que vous feriez à notre place? Je vous interviewerai. Ah. On a tout inversé là. Le réseau, c'est pas fondamental, mais ça aide. Donc, un réseau d'alumni, c'est de savoir que d'être telle ou telle entreprise, on a un ancien qui a un poste à responsabilité ou non, sur lequel on peut se renseigner, sur lequel on peut travailler, sur lequel on peut se reposer si on a des questions. C'est aussi le moyen d'aller vite, d'aller plus vite, d'apprendre plus vite. D'apprendre peut-être aussi un peu de manière informelle à travers le réseau d'alumni. Mais voilà, si j'avais un conseil à vous donner, c'est rester dans les alumni de vos écoles. C'est une vraie dynamique et vous allez vous retrouver à un moment donné où vous allez être responsables les uns et les autres d'entreprises qui allaient faire du business ensemble. Donc ça aide, ça facilite, ça aide à la rapidité. Et puis, ne restez pas que dans les réseaux d'alumni. Il y a aussi plein d'autres réseaux tels que France Supply Chain. Peut-être que j'en dirai un mot tout à l'heure, qui sont absolument fondamentaux pour pouvoir se développer et performer rapidement. Oui, certainement. Non, mais on est tout à fait en phase avec
avec ce que vous dites. Aujourd'hui, dans les écoles, en tout cas les écoles de commerce, la plupart des formations en supply chain rentrent dans un cadre, un pôle management. En fait, on veut former des managers en supply chain. Pour vous, qui justement avez à gérer des équipes, à gérer pas mal de projets aussi, quelles sont les qualités qu'un manager doit avoir? Quels sont en tout cas les soft skills qu'il doit avoir pour pouvoir gérer une supply chain? Que ce Alors, soit- je dirais qu'il y en a forcément pléthore de soft skills. Moi, je dirais en premier lieu la culture de la performance, la rigueur et l'organisation. Voilà, ça doit faire partie de vos gènes quand vous faites de la supply chain. Ensuite, sur un aspect relation, je dirais le leadership, la capacité d'écoute, mais également l'intelligence émotionnelle, être en mesure de capter, de comprendre, d'interagir. C'est fondamental dans notre métier, à la fois dans nos équipes, mais aussi avec tout l'écosystème avec lequel on interagit. Et puis peut-être, je dirais, votre flexibilité, votre adaptabilité, peut-être aussi aller en rajouter un ou deux, tels que savoir résister à un peu de stress, et puis d'être curieux. Voilà, je dirais que la curiosité, c'est quelque chose que vous devez en permanence avoir. J'ai la certitude que les métiers de la supply chain de demain n'existent pas aujourd'hui. Et donc, il vous faut être en permanence curieux de tout ce qui bouge pour pouvoir être demain disruptif. Donc voilà, je dirais qu'elles pourraient être, de manière résumée, quelques soft skills nécessaires à piloter une supply chain. Plein de soft skills qui redéfinissent un petit peu la supply chain quand on parle d'adaptabilité, de rigueur, réagir au stress, avec toutes les Exactement. problématiques qu'on a actuellement. Mhm. Mais c'est vrai que ça définit bien. Et du coup, ça fait un très beau pont vers ma dernière question. On voudrait savoir votre vision de la supply chain de demain. La supply chain qui est au milieu, entre guillemets, de tout ce brouhaha, donc le brouhaha environnemental, l'industrie qui est mise au centre, les transports. Est-ce que vous pourriez nous donner votre définition et quels seront les grands challenges que nous aurons pour rôle de relever? Mhm. Alors ça, c'est une question qui mériterait un peu plus de temps. Euh, Quel que soit l'environnement dans lequel on va agir, on va devoir agir, je dirais qu'il y a des leitmotifs qu'il faut garder. Pour moi, je dirais, n'oublions pas le client. Il n'y a pas supply chain sans client. Et donc, mon premier conseil, c'est vraiment tout le temps positionner le client au centre de vos préoccupations et dites-vous ce que je suis en train de faire, est-ce que le client serait prêt à le payer. J'ai toujours une petite phrase en disant le S de la supply chain, c'est viser toujours plus de sécurité, plus de services clients. Et le C, c'est viser toujours moins de coûts, moins de cash, moins de carbone. Donc ça, gardez cela, quel que soit l'environnement dans lequel on va agir, c'est pour moi un leitmotiv. Ensuite, à quoi on va être confronté? Je pense qu'on va être confronté à une demande qui est de plus en plus volatile. On l'a vu les années passées, la crise du Covid, les différents conflits internationaux, la géopolitique, elle impacte nos supply chains et donc nos signaux de demande, eh bien, ils vont devoir être beaucoup plus adaptatifs. On va devoir les capter peut-être d'une manière différente. Donc ça, c'est le premier point, la demande, beaucoup plus volatile, comment on va pouvoir travailler cela. Le deuxième point, c'est les clients. Les exigences des clients d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que celles d'hier, et celles de demain seront encore différentes de celles d'aujourd'hui. Donc être à l'écoute des marchés, à l'écoute des clients qui ont une nouvelle préoccupation. On parle du développement durable, on parle des impacts sociétaux, on parle de toute la dimension RSE. Il va falloir qu'on appréhende ça de manière différente et qu'on l'intègre dans nos organisations. C'est clair. Actuellement, on rentre dans une période d'inflation. On ne sait pas quand est-ce qu'on va en sortir. Malgré cette inflation, à mon sens, on doit toujours rester très vigilant sur nos coûts, sur notre performance, et il faut trouver tous les moyens possibles pour contrer cette inflation et permettre que nos supply chains, elles restent viables et elles restent des avantages gagnants pour nos marchés. Derrière cela, je dirais, il y a un enjeu, et c'est ce qu'on est en train de travailler aujourd'hui ensemble, c'est l'enjeu de l'emploi. L'enjeu de cette supply chain, on se rend compte aujourd'hui que les métiers de la supply chain sont des métiers qui sont plutôt méconnus et pourtant totalement indispensables. Et les crises nous donnent raison. On a besoin de
de la supply chain dans toutes nos entreprises. Ce métier est en train d'émerger. On aura une crise de l'emploi. Il faut donc pour cela se démarquer, avoir des vraies valeurs et être en mesure de capter les talents là où ils sont, les attirer dans nos entreprises et aussi les conserver. Et puis, dernier point peut-être, c'est le digital. On entend parler de machine learning, on entend parler d'intelligence artificielle. C'est tout nouveau. Ça arrive, ça percute nos organisations, ça percute nos systèmes d'information, ça percute nos méthodes de planification, nos méthodes de gestion. Comment on appréhende cela? Comment on l'intègre? Comment on le maîtrise? C'est à mon avis des éléments qui vont devoir être pris en compte dans toute cette dimension RSE qui avance excessivement vite. Et in fine, tout cela, ça démontre qu'on va devoir être très adaptatif, très agile, mais aussi très réactif. Mais très bien, et je pense que c'est exactement la vision que nous aimerions avoir, et on aimerait vraiment que ça se mette en place, et on est convaincu même que ça se fera. En tout cas, merci à vous, Monsieur Roux, pour cette interview. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci aussi d'avoir donné des conseils pour les jeunes, d'avoir parlé de votre carrière, qui est très enrichissante et qui nous permet aussi à nous d'avoir plusieurs ambitions, plusieurs objectifs peut-être à atteindre. Et on espère avoir des nouvelles bientôt du groupe Avril. En tout cas, on va regarder ça de très près. Eh bien, écoutez, merci à vous pour cette interview passionnante. Et puis, n'hésitez pas à faire la promotion des métiers de la supply chain. Ce sont des métiers à la fois passionnants et épanouissants. Merci à vous. Ça sera fait. Merci, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, monsieur. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir.